Bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Bref. Bref, c'est une série télévisée au format shortcom diffusée à partir de 2011 sur Canal+ dans le cadre du Grand Journal et réalisée par Navo et Kian Kojandi. Elle est composée de 82 épisodes, diffusés en 2 parties, et on suit l'histoire d'un personnage tout juste trentenaire, chômeur et célibataire, sobrement désigné par Jeu, dont la vie est rythmée par ses histoires de cœur et ses questions existentielles. La vie du narrateur, qui semble être d'une extrême banalité, est rythmée par ses nombreuses analogies. Afin de faire comprendre son senti dans chaque situation, il utilise différentes figures de style, verbales ou visuelles, telles que les comparaisons, les métaphores et les allégories. Et il n'est pas rare de voir un politicien ou un vendeur de formation en ligne utiliser ces analogies. C'est une technique de communication qui parle beaucoup plus aux gens qu'un langage pointu et spécifique. Nous sommes en guerre. Alors non, Kian Kojandi n'est pas un politicien, en tout cas pas que je sache. Cependant, il maîtrise très bien l'art de ses figures de style afin de parler au plus grand nombre. Et c'est probablement l'une des raisons du succès de Bref. Alors aujourd'hui, on va surtout aborder la symbolique autour de ses allégories et de ses métaphores, en particulier avec ses états d'esprit. Il va littéralement donner vie à ses états d'esprit via des personnages fictifs comme Demain ou Jamais. Demain, par exemple, c'est l'allégorie même de la flemme, de la procrastination et par extension d'un futur incertain. En remettant toujours tout à demain, comme souscrire à des allocations ou résilier un abonnement, le narrateur ne fait que repousser le moment de régler ses problèmes personnels, professionnels et émotionnels, en se disant que demain tout ira mieux et que demain il sera une meilleure version de lui-même, plus encline à s'organiser et à trouver des solutions. Mais en réalité, demain est une promesse sans substance, puisqu'à chaque fois, demain remet les projets du narrateur entre les mains de Jamais, qui est la consécration même de demain. En réalité, Jamais est une poubelle où toutes les idées auxquelles le narrateur aspire finissent, mais également le fourre-tout de sa vie où il met les problèmes qu'il ne souhaite pas avoir et les responsabilités dont il souhaite s'extirper. D'ailleurs, le narrateur fait exactement la même chose quand il range sa maison. Il regroupe tout au même endroit pour donner l'impression que son appartement est rangé au lieu de prendre le temps de remettre chaque objet à sa place. Demain est un idéal inaccessible, un cycle sans fin auquel le narrateur est soumis. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si à un moment donné, Demain porte un t-shirt avec indiqué Respect my authority, autrement dit pour les non-bilingues, respecte mon autorité. En réalité, Demain, avec l'aide de Jamais, symbolise l'échec du personnage à concrétiser ses projets, à vivre dans l'instant présent et le fait qu'il se rapproche jour après jour, demain après demain, de la mort. Et c'est là tout l'aspect absurde dans Bref. Il est en recherche perpétuelle du sens de la vie, pourtant il est paralysé face à l'action. En faisant incarner à de réelles personnes ses états d'esprit, Jeu se dédouane de tout ce qui arrive ensuite. Ça n'est pas de sa faute, puisque c'est la faute de Demain et de Jamais. Ce qui fait que le personnage ne se remet jamais en question et ce qui l'amène à vivre toutes les problématiques qu'il traverse dans la saison 2. Demain a réellement le mauvais rôle, puisqu'en plus de donner les choses à Jamais, il plonge les gens dans la solitude, ce qui m'amène à parler de cet autre personnage secondaire. Solitude est l'allégorie de ce qu'il désigne, de la solitude, de l'isolement et par conséquent de l'absence de relations humaines. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode de Bref, je suis vieille, mais même s'il n'est pas visible toute la série, il y est pourtant omniprésent. Solitude hante les pensées de cette narratrice, esseulée depuis le décès de son mari, mais aussi celle du narrateur principal, parce que Bref, ça reste un mec qui se parle tout seul dans sa tête pendant 82 épisodes, mais c'est aussi un mec qui tente de fuir la solitude via ses relations amoureuses et amicales, quitte à mentir à tout le monde. Malgré leur entourage respectif, cette narratrice et le narrateur principal se sentent profondément seuls. Dans le cas de la vieille dame, personne ne prend le temps de réellement discuter avec elle, pas même son propre gendre ou fils, et dans le cas de Jeu, même s'il est très connecté via les réseaux sociaux, dans la réalité, rares sont ceux qui l'écoutent, comme le témoigne la partie 4 de Bref, je suis allée à une soirée déguisée, et de ce fait, il est obligé de mettre en place des stratagèmes afin de se sentir accepté et aimé. Comme le disent les réalisateurs au sujet de l'épisode Bref, je suis vieille, la solitude l'accompagne car elle n'attend plus rien de demain. C'est aussi le cas pour le narrateur qui, par son indécision et son inaction, n'a plus aucun espoir quant à l'avenir d'un futur meilleur. Et c'est aussi pour ça qu'il tombe dans la dépression. Solitude incarne la réalité selon laquelle les gens peuvent se retrouver plus seuls que jamais, enfermés dans des interactions superficielles, tandis que leurs véritables besoins émotionnels restent insatisfaits. Liberté, de son côté, est la personnification de l'idéal et du désir d'évasion du narrateur. Liberté est un moyen pour lui d'échapper à la solitude et de prendre des décisions sur un coup de tête, décisions qu'il n'est pas capable de prendre habituellement. Il est aussi
aussi un moyen pour Jeu de retrouver son innocence et son âme d'enfant. À ses côtés, Jeu ne se soucie pas des conséquences de ses actes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il boit sans penser à sa gueule de bois du lendemain. Liberté incarne une forme de lâcher-prise chez le narrateur, qui tente pourtant de contrôler sa vie via ses mensonges ou même via ses tocs. Cependant, Liberté a des problèmes avec l'autorité et les contraintes. Il n'aime pas les compromis, et c'est lorsque le narrateur en fait que Liberté s'éloigne. Et c'est seulement lorsqu'il est confronté à l'absence de liberté que Jeu se rend compte de ses réelles envies. Mais encore une fois, le narrateur fait le choix de ne pas être honnête avec lui-même et avec son entourage par peur du changement et par peur des conflits. Car accepter cette liberté, c'est aussi prendre des décisions parfois radicales. Alors le narrateur préfère rester dans sa zone de confort, même si elle ne lui convient pas, plutôt que de prendre des risques. Et s'il y en a bien un qui incarne cette prise de risque, c'est Chiron. Chiron est en quelque sorte l'allégorie de la meilleure version de lui-même du narrateur. Bien qu'un peu primaire, c'est la version de lui qui ose. Chiron est l'alter ego du narrateur, à la manière de Tyler Durden dans Fight Club. C'est d'ailleurs l'une des seules allégories à laquelle il parle. Il représente une part inconsciente du narrateur, celle qui a des désirs, des pulsions, le fameux ça de Freud qui ignore les jugements de valeur, la morale, le bien ou le mal. Et pour cause, Chiron est véritablement irrespectueux dans son attitude et perçoit les femmes comme des objets. Il emploie des termes grossiers pour les qualifier et est obscène dans ses gestes et dans ses propos. Chiron, c'est la part la plus sombre du narrateur, mais également la part la plus rassurante pour lui. Lorsqu'il a un doute, qu'il a besoin de courage, c'est à Chiron qu'il fait appel. Chiron va envoyer les messages que Jeu n'ose pas envoyer, c'est lui qui le pousse à aborder des filles en soirée, il est là lorsqu'il se fait rejeter par son premier crush lorsqu'il est adolescent, et c'est lui qui souffle cette dernière bougie qui fait basculer le narrateur de la vingtaine à la trentaine, qui a du mal à accepter l'idée qu'il vieillisse en ayant si peu évolué. Et dans l'épisode Bref, j'aime bien cette photo, Jeu compare Chiron à un chevalier, ce héros capable d'affronter tous les dangers, doté de vertus telles que l'honneur, le courage, la loyauté, l'humilité, l'honnêteté, des qualités que le narrateur n'a pas forcément. En réalité, Chiron incarne, comme Liberté, la possibilité d'agir et de choisir. Il est la voix de la rébellion interne, celle qui pousse à briser les conventions et à se libérer des contraintes morales ou de la peur. Même si Chiron symbolise l'audace et l'affirmation de soi, il met aussi en lumière les défauts du narrateur, sa vision limitante des femmes, mais aussi son besoin de fuir la réalité plutôt que de l'affronter de manière mature. De même, le narrateur va montrer ses états d'esprit via des jeux en tout genre. Pour allégoriser sa culpabilité, présente après avoir trompé sa copine, le narrateur va la comparer à une boule de bowling. La culpabilité, pas sa copine, merci. Et cette allégorie est très pertinente par rapport à plusieurs choses. Déjà par rapport à son poids. Et oui, une boule de bowling, c'est lourd, donc c'est difficile à déplacer. Cela montre que la culpabilité est une charge mentale et émotionnelle qui prend de la place et que le narrateur ne peut pas ignorer facilement. Il y a aussi sa visibilité. La boule de bowling est visible, déjà par sa taille, mais d'autant plus si elle clignote dans le noir. Cette culpabilité est omniprésente et s'accompagne de reproches internes qui le confrontent perpétuellement à son erreur passée. Cette boule de bowling provoque aussi un mouvement forcé. Quand le narrateur la porte, il est obligé de se déplacer avec elle, ce qui suggère que la culpabilité influence et contrôle ses actions. Et c'est aussi pour ça qu'il refuse de coucher avec sa copine et qu'il lui ment. Et cette boule de bowling, elle revient toujours. Même si le narrateur parvient à faire un strike, comme métaphore de son ultime mensonge pour s'en sortir, le fameux « Je t'aime ». Après chaque tir, la boule revient toujours, comme le poids de sa culpabilité. Bien qu'atténuée temporairement, la culpabilité reste une force persistante qu'il faut constamment gérer. Et c'est parce qu'il n'arrive plus du tout à la gérer que la vérité explose dans les épisodes suivants et que le narrateur se retrouve de nouveau esseulé et dépressif. Et en parlant de dépression, c'est l'une de mes allégories préférées dans la série Bref, puisque c'est lors de l'épisode final que le narrateur fait face à cette maladie, en utilisant multiples métaphores et comparaisons pour en parler. Et pour l'illustrer, il va d'abord faire une première comparaison, et pas une allégorie pour le coup, entre l'ascenseur et la vie, et par extension, son état mental. Le narrateur est instable psychologiquement. Quand tout va bien, c'est littéralement l'ascension, et c'est le cas de le dire, mais quand tout va mal, c'est la descente. C'est une image simple mais évocatrice, d'autant plus que l'ascenseur symbolise aussi la perte de contrôle. Il est rare de voir une personne claustrophobe dans un ascenseur, et pour sa sécurité, elle va préférer emprunter les escaliers. Les personnes qui ne le sont pas vont naturellement faire confiance à cet ascenseur
l'ascenseur, censé les emmener d'un point A à un point B sans qu'ils aient aucune maîtrise, aucun contrôle sur l'appareil, qui peut très bien se bloquer à un point en cours de route. Et c'est ce qui se passe pour le narrateur, pour qui l'ascenseur va rester bloqué au sous-sol. Il métaphorise la dépression par le sous-sol et le moyen d'en sortir par le dépanneur de l'ascenseur, qui est en réalité lui-même. Le sous-sol, c'est un endroit généralement peu éclairé, souvent bordélique, car c'est un endroit de stockage et souvent poussiéreux. Ici, ce sous-sol peut être une allégorie de son inconscient et de toutes les choses dont le narrateur a fait un déni. Ce qui est d'ailleurs illustré par le temps qu'il passe à jouer à la console. Lorsqu'il décide d'affronter sa dépression et donc de nettoyer son sous-sol, le narrateur le vit comme une partie de jeu vidéo. Il affronte tous ses traumatismes passés, ses problèmes, ses peurs et ses souvenirs douloureux de son enfance à l'âge adulte. C'est une allégorie de son introspection personnelle et de son processus de guérison où le but est de se débarrasser de toute la poussière émotionnelle qui l'empêche d'avancer. Il se bat à chaque fois contre sa solitude pour trouver un équilibre dans sa vie relationnelle et personnelle et il finit par se battre contre son double car dans ce cas précis, son plus grand ennemi, c'est lui-même. Le fait que son double frappe 2 fois plus fort est un symbole de ses pensées autodestructrices et de son manque d'estime de lui-même. Cela implique aussi qu'il a sa responsabilité dans ce qui lui arrive. C'est en se détestant tellement, ce qui l'a poussé à construire une toute autre image de lui auprès des autres, qu'il s'est mené à sa propre chute. Et pour sortir de cette prison intérieure, le narrateur doit accepter ses défauts et ses fragilités, mais aussi accepter d'être plus indulgent avec lui-même. Et cela est symbolisé par sa réconciliation, son alliance avec son double dans le jeu vidéo. Cela lui permet de reprendre l'ascenseur de sa vie, comme il le dit si bien, qui signifie littéralement son ascension vers une meilleure version de lui-même. Alors évidemment, je le précise, mais ça reste une image qui, même si elle est très bien trouvée, la réalité peut être différente. Mais c'est pour montrer à quel point Bref, de manière générale, utilise ces figures de style avec brio. La série aborde des questions existentielles et émotionnelles de manière ludique et accessible, avec des images qui renforcent le message du narrateur. Et s'il y a bien une chose qui ressort à chaque fois dans les sujets abordés, c'est l'aspect absurde qui réside dans cette confrontation entre les attentes humaines et le vide apparent du monde. Et c'est pour ça que j'aime autant des réalisateurs comme Kian Kojandi ou comme Alexandre Astier dans leur manière d'écrire. Ils parlent de choses banales et drôles en apparence, tout en abordant des thématiques bien plus profondes. À travers les personnages de jeu ou du roi Arthur, sont abordés des sujets comme le fait de trouver sa place, de donner un sens à sa vie dans un monde qui leur semble totalement indifférent. Arthur voulait trouver sa place dans son univers tout en reniant celle qu'on lui avait donnée en tant que roi. Et il finit par subir tout ce qui se passe autour de lui jusqu'à sombrer dans la dépression. Pour le personnage de jeu, c'est un peu la même chose. Il tente de donner du sens à sa vie en enchaînant les relations amoureuses et les petits boulots, mais il n'y parvient pas. Et tous ces échecs le mènent lui aussi à la dépression. Que cela soit Jeu ou le roi Arthur, tous sont entourés de personnages qui ne les comprennent pas, qui ne s'intéressent pas vraiment à eux, hormis peut-être Marla pour Jeu et Guenièvre et Perceval pour Arthur. Ils souhaitent changer, avoir une raison de vivre, cependant, ils restent très longtemps dans l'inaction. Et quand ils décident de faire des efforts, cela est inutile, puisqu'à la fin, leur condition humaine reste la mort. Cela est d'ailleurs appuyé par la phrase que prononce Jeu dans l'épisode sur la dépression. Dans la vie, au début, à la fin, on meurt, et entre les deux, il se passe rien. Toute tentative de trouver sa place est vaine. C'est également ce que Camus illustre dans son essai sur le mythe de Sisyphe, où le personnage, issu de la mythologie grecque, pousse continuellement une pierre en haut d'une montagne qui finit par redescendre une fois en haut du sommet. Ça n'est d'ailleurs pas anodin pour moi qu'Alexandre Astier incarne le personnage du psychologue dans Bref 2, comme un reflet de la vision du monde du narrateur. Tous deux semblent avoir été très influencés par Camus dans leurs œuvres, et ça n'est pas le seul point commun. Tous deux ont fait une suite à leur série plus de 10 ans plus tard, et tous deux ont migré des formats courts vers des formats plus longs. Au-delà de la simple comédie, l'absurde dans Bref met en lumière une vérité plus profonde sur la condition humaine. La recherche de sens dans un monde qui ne nous offre pas de réponse claire. Le narrateur de Bref semble constamment en quête de quelque chose, qu'il s'agisse de l'amour, de la réussite ou de l'épanouissement personnel. Il lutte pour trouver un sens à sa vie, mais est toujours en décalage entre ses attentes et la réalité. Le succès de Bref réside pour moi dans cette approche de l'absurde et dans toutes les analogies faites par le narrateur. Elles ont été très parlantes pour le spectateur qui s'est forcément, à un moment donné, identifié au personnage principal et à ses expériences. Parce que le narrateur n'a rien du héros du monomythe. En réalité, il est banal à en crever. Et c'est son humanité, dans le sens de ce qui caractérise l'être humain, qui nous touche. Parce que nous aussi, on est mortellement banal. En mettant des mots et des images sur des ressentis, Kian Kojandi et Bruno Muschio rendent leur personnage principal très attachant, même s'il fut détestable aux yeux de Sarah.
Cela ajoute une dimension poétique à leur œuvre et cela nous renvoie également à notre propre réalité. Et si on n'était pas un peu tous comme je, se réfugiant dans le déni et ou dans la procrastination pour échapper à nos problèmes, à nos mensonges et par conséquent à la fausse image qu'on se donne. Mais cette réflexion doit être suffisamment frappante pour nous afin d'espérer un futur meilleur. Et c'est là tout l'intérêt de la 2e saison de Bref. Parce que même si je est comme tout le monde, il va poursuivre cette quête de sens en tentant véritablement cette fois de trouver sa place.